Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, dans le cadre de ce studio de dialogue, nous allons essayer, autant que faire se peut avec nos invités, de faire le tour d'horizon de cette conclave nationale qui se tient depuis quelques jours au sein du Palais du Congrès, le tour des grandes questions débattues, des attentes des populations. Tout le monde attend aujourd'hui les résultats de ce dialogue qui rentre bien sûr dans sa dernière ligne droite. Et c'est parce qu'il est dans sa dernière ligne droite que nous avons réuni ce soir autour de cette table Monsieur Sangoth Ousmane Racine, qui est sénateur de Kaïdi et vice-président de l'UDP. Nous avons ce soir aussi comme invité M. Korera Issaga de l'APP. Nous avons également Brahim Ouel-Mbarak Ouel-Mokhtar de l'UPR, Union pour la République, et M. Mohamed Ouel-Bourbous du parti El Moustaqbal. En compagnie de mes invités ce soir, nous allons essayer, bien sûr, d'éclaircir les téléspectateurs, d'éclairer plutôt les téléspectateurs sur les principales questions qui sont débattues aujourd'hui. Ces questions qui vont dans le sens de l'ancrage d'une démocratie pluraliste apaisée au sein d'une république unie, démocrate et à jamais tournée vers le futur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je suis très ravi de vous avoir ce soir autour de moi. Je sais que le débat sera ce soir dans certains niveaux et les téléspectateurs attendent ce soir qu'on leur dise que ce dialogue qui se déroule aujourd'hui, où toutes les questions ont été posées, des questions se rapportant à l'ensemble des aspects qui touchent à leur vie quotidienne, le processus démocratique, la constitution, l'unité nationale, les grandes questions qui sont débattues aujourd'hui. Et la première question, bien sûr, c'est, vous savez tous que le dialogue a été prolongé, c'est la demande des parties prenantes. Cette prolongation veut dire qu'il y a des questions qui n'ont pas été à l'ordre du jour qui sont posées. Cette prolongation veut dire que nous nous dirigeons vers un résultat important. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Palais du Congrès, particulièrement les grandes questions qui sont posées? Monsieur Sangoth, on commence par vous. Merci d'abord de votre invitation. Vous savez que d'abord, pour ce dialogue, il faut d'abord féliciter l'initiateur de ce dialogue, qui est le président de la République, qui a toujours fait du dialogue depuis 2009 la pierre angulaire de sa politique. Il faut féliciter également la classe politique, la société civile, les syndicats qui ont voulu accepter d'assister à ce dialogue. Vous savez bien que dans toute nation, toute formation de nation, le dialogue, la concertation, les échanges constituent un point extrêmement important, pour ne pas dire incontournable. Et nous ne pouvons que, dans un premier temps, nous féliciter d'avoir débuté un dialogue. Et je pense que tous les problèmes ont été débattus de long en large. Et il va de soi. Nous ne pouvons pas avoir des points, tous les points de convergence, parce que les divergences peuvent apparaître, mais au sortir de ce dialogue, je suis convaincu que nous n'aurons pas déçu notre pays qui attend beaucoup de ce dialogue. Maintenant, s'il faut quand même que je parle, je suis obligé de parler de mon parti. Bien sûr. Parce que l'UDP a fait de l'unité nationale, a toujours fait de l'unité nationale et du dialogue depuis sa création en 1993 sous la conduite, en tout cas, de son feu président, qu'Allah ait son âme au paradis, feu Hamdi Bouknas, l'unité nationale et le dialogue comme une nécessité à l'époque pour éviter, pour permettre à la Mauritanie, aux acteurs politiques de l'époque, avec la bipolarisation qui existait,
de se parler. Et également, il me plaît de vous raconter une histoire. Vous savez que la Mauritanie est née d'un dialogue. Certainement, vous le savez très bien, qu'en 1958 à Alec, des acteurs, les Mauritaniens se sont retrouvés. Et les idées étaient très différentes. Le fameux congrès d'Alec. Le fameux congrès d'Alec. Vous savez bien qu'il y avait même certains qui prônaient le séparatisme. Tout à fait. Et certains même sont allés ailleurs. Même des ministres ont quitté le gouvernement pour aller ailleurs. Mais au sortir du dialogue d'Alec, les Mauritaniens ont transcendé leurs divergences, ont transcendé leur communautarisme pour fonder un pays, la Mauritanie. Et donc, nous ne pouvons que nous féliciter qu'aujourd'hui encore, que la classe politique mauritanienne continue à dialoguer. C'est une nouvelle Mauritanie qui est en train de l'être? J'espère que c'est une deuxième république ou une troisième république, que vous l'appellerez comme d'aucuns disent. En tout cas, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un dialogue qui est nécessaire et qui nous conduira, j'espère bien, à des résultats probants. Je vous remercie donc, M. Correa, toujours dans ce sens. L'importance de ce dialogue, précisément celui-là. Et notre doyen Senghor a soulevé le dialogue, bien sûr, le congrès d'Alec, duquel est née la Mauritanie où l'on vit aujourd'hui. Croyez-vous que le dialogue du Palais des Congrès fera naître une nouvelle conception de la République? Non, je pense que le dialogue, c'est une permanence dans un État, dans un pays, dans n'importe quel. Si les gens ne se parlent pas, ils vont se bagarrer. C'est sûr. Et je pense que quand les gens viennent avec sincérité et engagement, quand ils font un dialogue, ils peuvent sortir quelque chose de positif nécessairement. J'espère qu'on va sortir quelque chose de positif de ce dialogue. Je l'espère bien. Si tout le monde y met de la bonne volonté. Je pense que quand on dit qu'on est pour une alternance pacifique au pouvoir, on exclut les armes, on exclut la violence. Les mots ont leur sens. Bien entendu, il faut que les gens se parlent pour pouvoir transcender, dépasser leurs contradictions. Forcément, il y a toujours des contradictions. En Pulaar, on dit que la langue et les dents vivent ensemble. Mais se chamaillent souvent. Parfois, il y a des grincements. Se chamaillent souvent. Et justement, c'est avec ça que... C'est avec le dialogue. Donc, j'attends du dialogue. Pas une nouvelle république. J'attends du dialogue qu'on puisse effectivement dépasser les contraintes que nous avons, les problèmes que nous vivons, les difficultés que nous rencontrons pour le moment. Parce que quand il y a des contradictions, si on arrive à résoudre une contradiction, autre va venir. Et j'espère qu'actuellement, il y a des contradictions, il y a des incompréhensions, il y a des lectures différentes de la situation mauritanienne. Peut-être qu'on va essayer d'harmoniser en tant soit peu quelques-unes de ces visions. C'est ce que j'attends de ce dialogue. C'est clair. Donc, Monsieur le ministre, par rapport aux divergences, là on s'est arrêté au niveau des divergences, bien sûr, le dialogue est là parce qu'il y a divergences. Et donc ces divergences ont été posées avec toute la clarté et la transparence requises au cours de ces débats. C'est les échos que nous avons du palais des congrès. Peuvent-ils avoir un effet sur le résultat du dialogue ou ce sera juste pour mieux se comprendre? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la chaîne de Mauritanie. Merci. Pour le rôle éminemment positif qu'elle a joué durant ces journées de dialogue, en termes de reportage, mais aussi en termes de séances et d'émissions consacrées au dialogue. Je profite de l'occasion pour saluer les invités et saluer l'esprit qui les anime et le début de l'émission qui semble totalement positif. Vous savez, la Mauritanie fait face à un moment particulier de son histoire. Et en parlant d'histoire, nous devons savoir
que les nations et les pays ne se décrètent pas. Ils ne se construisent pas en une décennie ou 2 décennies ou 3 décennies. C'est le fruit d'un cheminement caractérisé par des ruptures mais aussi des avancées. Et je crois que quand nous regardons le monde extérieur, nous prenons par exemple le cas de la France qui revient toujours. La France d'aujourd'hui, que de tumultes, que de changements de constitution, que de changements juridiques et politiques ont émaillé son histoire si riche avant d'atteindre le régime actuel. Mon aîné, M. Sangote, a parlé effectivement du congrès d'Alep. C'est le premier congrès de nos élites nationales qui ont dessiné l'avenir de la Mauritanie, son régime politique, social et économique. Ces orientations qui ont été faites dans un contexte particulier, avec ses défis, avec ses exigences, ont pesé sur nous pendant quelques générations, plus de 50 ans. Aujourd'hui, je crois qu'on est à la croisée des chemins. Et je crois que, comme pour les élites nationales, nous avons le choix en fait entre 2 options. L'inertie et le statu quo. Qui dit inertie, dit frustration, dit explosion, dit querelle stérile, qui dit changement, et c'est ça que l'UPR a prôné, dit regarder nos problèmes d'une manière lucide, repenser notre société, sa gouvernance, son système politique, son système social. Et je rappelle que son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui est le père fondateur de l'UPR, a une ambition, une vision, j'allais dire, pour la Mauritanie. Et donc, l'enjeu pour nous ici, c'est de pouvoir instaurer un véritable dialogue serein, responsable, dans lequel on aborde sans tabou, de manière responsable, tous les problèmes qui se posent à la Mauritanie. Les défis sont énormes. Il y a des défis de terrorisme, des défis de sécurité, la mondialisation, des fortes exigences sociales. Je crois effectivement, et contrairement à mon aîné, M. Kolera, que nous devons évoluer vers une 3e République de manière lucide, et en tout cas la contribution du parti UPR va dans ce sens. Les divergences, pour revenir de manière précise à la question, c'est normal qu'il y ait des divergences. Mais notre intelligence commune et nos efforts conjugués sans a priori en mettant la Mauritanie au-dessus de toute considération doivent nous amener à s'entendre sur l'essentiel. Et je crois que c'est ce qui est attendu du dialogue. Et je suis optimiste dans la mesure où il y a des personnalités lucides, responsables, et dans la mesure également où on a suffisamment prolongé le temps pour que désormais nous soyons tous soumis à une obligation de résultat. C'est clair. Donc, Mohamed, bien sûr, après votre intervention, nous reviendrons pour faire un tour d'horizon un peu sur les propositions des structures politiques des uns et des autres, le rapport au niveau de ce dialogue, parce que je rappelle que vous représentez bien sûr chacun une structure politique qui prend part à ce dialogue national inclusif. Et dans le cadre de l'émission également, nous avons un peu pris des témoignages dans la rue, des témoignages au niveau du palais du congrès, des témoignages par téléphone, et puis nous ferons un tour d'horizon dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. C'est dire que ce dialogue intéresse plus d'un. Donc c'est un peu toute la Mauritanie, les yeux des Mauritaniens sont aujourd'hui rivés sur ce dialogue, sur les résultats de ce dialogue. Merci de l'invitation. À mon tour, je voudrais saluer cette initiative de vouloir rencontrer les hommes politiques, les hommes d'opinion, vouloir également élargir cela à tous les participants à ce dialogue. Je remercie également, du moins je me félicite
et je félicite tous les Mauritaniens d'avoir osé aller à ce dialogue tant attendu, même si malheureusement, encore une fois, certains de nos amis ne sont pas là. Mais j'espère que, aussi bien au niveau de la majorité qu'au niveau de l'opposition, ils ne se sentiront pas absents, parce que nous espérons pouvoir être en mesure de pouvoir prendre en charge leurs préoccupations et leurs attentes. Ceci dit, nous, au niveau de notre parti, nous pensons que la perfection, l'homme tend souvent vers la perfection, mais il n'est ni parfait et il ne fait pas souvent quelque chose de parfait. Mais l'essentiel, c'est qu'en réalité, nous tendons vers le parfait, nous faisons de notre mieux pour que nous puissions le réussir. Eh bien, nous savons que la Mauritanie, quand elle a été battue, elle ne répondait pas aux aspirations de tout le monde. Nous savons également que les handicaps que connaissent ces hommes qui ont eu à gouverner la Mauritanie constituent des défis qui n'ont pas permis de pouvoir satisfaire les ambitions de tout le monde. Mais nous pensons que si nous sommes là, c'est pour essayer d'évoluer. Donc, corriger les erreurs, renforcer et appuyer les acquis, faire de sorte à ce que nous puissions vivre en harmonie et dans une cohésion totale, même si jusqu'à présent il y a des couacs. Et ceci peut se comprendre. Nous sommes différents de par nos appartenances politiques, de par nos ambitions, de par nos attentes, mais nous avons quand même eu le privilège d'œuvrer pour aller à ce dialogue aujourd'hui. Et nous pensons que tout ce qui avait été posé comme problème sont des problèmes réels qui existent et qui, en fonction des participants à ce dialogue, en fonction de leurs préoccupations, eh bien donc nous avons quand même constaté qu'au niveau des ateliers, les problèmes sont débattus de façon franche, de façon assez claire, même si en réalité il y a des divergences, il y a des différences entre les gens qui constituent ces participants-là. Donc, moi je crois que, très sincèrement, en dépit de ces divergences qui sont là, eh bien donc nous sommes responsables. Les gens attendent de nous beaucoup. La Mauritanie sera ou ne sera pas, dans la mesure où en réalité ceux qui sont là, c'est un peu la crème de la Mauritanie, enfin une partie de la crème de la Mauritanie. Donc encore une fois, ce que nous pourrons espérer, c'est de réussir à pouvoir sortir notre peuple, sortir notre classe politique, nous sortir nous-mêmes du carcan que certains veulent nous imposer pour pouvoir, au sortir de ce dialogue-là, montrer que nous sommes un et un seul homme et que la Mauritanie est indivisible et qu'en réalité, elle peut nous abriter tous. Et il faut faire de sorte à ce que cela puisse se réaliser dans les conditions les meilleures. C'est clair. Donc nous reviendrons. Je vous donnerai tout à l'heure la parole. Juste après, j'ai un papier introductif rédigé par ma collègue Rakissi, rédigé et lu bien sûr par ma collègue Rakissi, un papier introductif qui fait un tour d'horizon un peu sur la consolidation des processus démocratiques, sur les aspects qui sont débattus aujourd'hui, sur l'ancrage de la démocratie, les symboles nationaux, etc. Donc un papier qui va nous mettre un peu dans le bain pour rentrer profondément dans les débats. Directement juste après ce papier, nous écoutons Rakissi. Pour la deuxième fois consécutive, la fin du dialogue national a été reportée. Un signe peut-être de la volonté des participants d'aboutir à un consensus. Surtout un signe peut-être de ne pas décevoir les attentes des citoyens. Nous le saurons dans tous les cas mardi prochain. En attendant, certaines voix se sont élevées au cours de ce dialogue pour réclamer la révision de certains symboles de l'État, le drapeau et l'hymne national. Ainsi, il propose une modification de l'emblème national en ajoutant 2 traits rouges en haut et au bas du drapeau, ce qui serait un symbole à l'endroit des fils du pays qui se sont sacrifiés pour lui.
D'autres estiment que la composition des paroles de l'hymne national est mal conçue car ne répondant pas aux critères de patriotisme. Pour d'autres, c'est tout simplement non. Il ne faut pas toucher aux emblèmes nationaux qui symbolisent l'existence même de la nation mauritanienne. En ce qui concerne l'ancrage du régime républicain, les participants s'accordent à dire que le renforcement de la démocratie doit constituer un choix stratégique, non seulement pour le développement du pays, mais aussi pour sa sécurité. La porte d'entrée en démocratie reste l'élection lorsque celle-ci est libre et transparente. L'esprit démocratique fait appel incontestablement à un sens accru de responsabilité politique. Dans un État dit démocratique républicain, les organes ne sont constitués que par une élection. Pour d'autres, l'opposition est une composante essentielle de l'Assemblée nationale notamment. Elle possède ou doit posséder ses droits qui lui permettent d'accomplir ses missions et lui assurent une représentation effective et adaptée dans toutes les instances de l'Assemblée nationale et dans ses activités internes et externes. L'opposition jouit du droit de présider une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Elle a aussi le droit de créer une commission de contrôle qu'elle préside chaque année. Ceci étant, pour certains, la participation active de l'opposition est tout simplement une obligation pour le renforcement du rôle de l'opposition dans tout régime qui se veut démocratique. Donc, plusieurs questions qui sont soulevées. Particulièrement ce soir, nous allons débattre un peu des questions relatives au symbole de la nation, c'est-à-dire l'hymne, le drapeau. Je crois que c'est une proposition de l'UPR, l'ancrage de la démocratie, le renforcement de la démocratie. Et puis, une question importante, le rôle de l'opposition, le rôle d'une opposition démocratique dans une démocratie pluraliste. Donc voilà les grandes questions que nous allons discuter. À chacun donc, M. Correa, vous avez... Non, c'est juste, je voulais poser une question juste à M. le ministre. Voilà. Il a parlé d'une troisième république. Je vous donne le rôle de poser... Je vous passe le... Non, parce que je vais intervenir après, mais je veux comprendre. Je ne veux pas me lancer dans des trucs alors que je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Je préfère être éclairé avant que je n'aie à intervenir. Il a parlé d'une troisième république. Je voulais demander quelle était la deuxième. C'est juste une question qui... Bon, monsieur le ministre, par rapport au symbole, donc bien sûr vous répondez à cela, s'il y a une deuxième, s'il y a une première, il n'y a jamais deux sans trois, ça c'est clair. Le pays a connu, de mon point de vue, a connu jusqu'ici... D'ailleurs, excusez-moi monsieur le ministre, qu'est-ce qui dérange dans celle de 61 et celle de 91. Et je crois savoir que je ne vous apprends rien. Pour nous, le régime, la constitution actuelle, il incarne quelque part une deuxième république. On doit évoluer vers une amélioration notable, substantielle par rapport à celle-là. C'est ce que nous appelons troisième république. Avant d'entendre votre réponse par rapport aux hymnes et tout ça, qu'est-ce qui vous dérange dans le mot troisième république, M. Correa? Non, vous savez que moi, je suis de la vieille école. Je sais qu'il y a 1, 2, 3. Oui, c'est ça. On m'a dit... Ah, donc c'est le 2 que vous voulez. Donc ce n'est pas le concept de troisième république qui vous dérange. C'est autre chose. Je vais débattre de ça après. Ah, d'accord. Mais j'ai demandé seulement dit... Vous le gardez pour d'autres? Non, même peut-être pour seul, mais seulement comme il a dit troisième république, je n'ai pas entendu la deuxième. C'est clair, c'est clair. Je ne connais pas donc, monsieur le ministre a été clair. C'est clair, c'est clair. Donc, je crois que, tout d'abord, je félicite votre collègue pour la clarté du reportage. Elle a abordé des points effectivement importants, en tout cas, qui ont fait l'objet de la contribution de l'UPR à ce débat. Je commence par le dernier, qui est le rôle de l'institution de l'opposition démocratique. Et je crois qu'effectivement, nos propositions vont dans le sens du renforcement de cette institution. Comment? En lui confiant une commission permanente, la présidence d'une commission permanente. Également en lui permettant... Commission au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Également en lui confiant des missions de contrôle annuelles, donc des commissions ad hoc qu'elle pourra créer.
Effectivement, le rôle de l'opposition démocratique est éminemment important dans la mesure où c'est un contre-pouvoir. C'est aussi par là que passe l'alternance et c'est par là que également il y a un renouvellement de la classe politique. On voit qu'elle est présente dans des pays comme la Grande-Bretagne. En France, il y a ce qu'on appelle le régime des groupes parlementaires qui sont plus ou moins similaires à ce qui est chez nous. Et donc, les propositions de l'UPR vont dans le sens d'un renforcement du rôle de cette opposition. Encore faut-il que l'opposition s'entende et qu'elle exerce d'une manière responsable son rôle. Parce qu'il y a des compétences, mais il y a la manière de les exercer. On n'a pas d'a priori qu'elle les exercera de la meilleure manière possible, dans le sens de l'opposition, dans le sens de la démocratie. Et les choses, en politique, rien n'est statique. Aujourd'hui, c'est l'opposition, peut-être que demain, ils sont majorité. Donc il faut concevoir la démocratie comme effectivement un moyen qui permet l'alternance au pouvoir. Pour ce qui est, du drapeau, nous avons au niveau de l'UPR proposé le rajout d'une bande rouge en haut et en bas, dans le sens de commémorer les héros de la Mauritanie et les âmes de nos martyrs. Et également dans le sens de dire que les Mauritaniens, quelle que soit leur diversité, qui est une source de richesse, sont prêts à perpétuer ces sacrifices à chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, il nous semble que c'est une proposition juste vis-à-vis de nos martyrs et aussi qui met en exergue la notion de sacrifice continu à chaque fois que l'intégrité territoriale de la Mauritanie, sa souveraineté est effectivement menacée. Effectivement, on a proposé la réécriture de l'hymne national pour qu'il soit plus centré sur les notions de parti, sur la notion de sacrifice. Je crois effectivement que ça, c'est des éléments forts de la contribution de l'UPR. Bon, pour ce qui est des symboles, mon parti a essentiellement, pour ce qui est en tout cas de changement. Comment vous avez jugé les propositions de l'UPR par rapport particulièrement à ces symboles? Parce que apparemment, c'est très important, les symboles en réalité, à mon avis, c'est très important. Mais aussi, ça fait un peu le grand point de divergence apparemment. Moi, je n'ai pas eu concrètement, je n'ai pas eu les propositions de l'UPR. Parce que donc moi, j'ai les propositions. Qu'est-ce que l'UDP a proposé? Est-ce que dans ce sens, l'UDP a proposé quelque chose? Nous nous sommes toujours surtout appesantis d'abord sur l'hymne national. Nous avons d'abord remarqué, il faut s'en féliciter, dans le monde islamique, c'est le seul hymne où il y a un verset coranique. C'est déjà apparemment une très très bonne chose. Mais nous pensons aussi qu'un hymne national doit refléter la diversité d'un pays. Que tout le monde doit se retrouver dans cet hymne national. Que cet hymne national doit être connu et reconnu. Récité. Lu. Appris. À l'école. Aux enfants. À l'armée. C'est-à-dire tout le monde doit être en mesure de dire, moi par exemple, je vous dis la vérité, quand j'étais consul général de notre pays à Paris, il m'a été donné plusieurs fois de recevoir des correspondances des pays étrangers qui me demandaient les termes de notre hymne national. Et j'ai eu à écrire à l'époque au ministère des Affaires étrangères plusieurs fois. Malheureusement, je n'ai jamais reçu de réponse concrète parce que cet hymne, effectivement, peut-être répondait à un moment donné à une certaine histoire, mais aujourd'hui, nous pensons que cet hymne doit être revu. Maintenant, pour ce qui est du drapeau, je ne vois rien de contradictoire entre ce que dit notre collègue de l'UPR, mais je pense que le peuple mauritanien se retrouve actuellement dans le drapeau que nous avons, qui symbolise fondamentalement l'islam, notre unité. Et aussi, je pense que ce drapeau, aussi, pendant la guerre du Sahara, a eu des martyrs.
Tout à fait. Donc il y a des gens qui portaient ce drapeau et qui sont morts en portant ce drapeau. Donc, mais si politiquement il s'avère que l'évolution actuelle de notre pays demande à ce que des changements soient apportés à ce drapeau, mon parti n'y voit aucun inconvénient. Mais, encore une fois, nous n'avons rien à reprocher au drapeau actuel. C'est clair. C'est au moins le limite d'être clair. M. Correa, par rapport à ces deux questions, c'est-à-dire cette question des symboles. Je n'ai pas, comme monsieur le sénateur l'a dit, moi je n'ai pas vu le texte. Je vous dis tout de suite qu'il y a ces deux propositions. Oh, non, je n'ai pas, que pensez-vous de ces deux propositions? Je parle de ce qu'il a dit. Je ne vois pas l'opportunité de changer le drapeau. Parce que le drapeau qui a été fait, il a été conçu au moment où on parlait de la République islamique de Mauritanie. C'était l'islam qui était en avant, et encore qui est la religion du pays. Je ne vois pas pourquoi on aurait changé ça. Deuxièmement, quand ils disent que les martyrs, mais pour moi ce n'est pas une raison. Nous avons dit dans notre constitution amendée en 2012 que la Mauritanie, on a parlé de la multiculturalité de la Mauritanie. Le drapeau qu'il propose n'a pas de multiculturalité. Où quand les Mauritaniens vont se reconnaître dedans? Tous les Mauritaniens, la pluralité des Mauritaniens. Comment? Il vous dit que c'est le même drapeau avec deux bandes rouges qui définissent, qui ont leur expression que M. le ministre a bien expliqué. Écoutez-moi, je vais dire ça, c'est-à-dire que je suis en train de... Je parle du corps. D'accord. J'ai dit qu'aujourd'hui, on aurait pu justifier un saut qualitatif si le minimum nécessaire dans ce pays était venu. C'est-à-dire quoi? J'ai entendu dire on va créer une commission permanente au niveau du Parlement pour le contrôle. Mais d'abord, il faut que l'État, que les pouvoirs publics acceptent d'abord que l'opposition existe, qu'elle a une fonction, mais ils l'ignorent. Donc, lui donner 1001 commissions, ça ne change rien. Si vous allez à l'Assemblée, vous faites des critiques dans une proposition ou des choses comme ça, on n'a jamais tenu comme ça. Nous, je vous rappelle, la ministre nous a dit à l'Assemblée, quand je dis non, a dit, si vous voulez, vous venez. Si vous ne voulez pas, vous ne venez pas. De toutes les façons, ce qui est écrit, c'est ça qui restera. Et ça va passer. Un ministre de la République. J'espère bien que c'est la République. Parce que je vous pose la question. Moi aussi. Non, ce que nous avons dit, nous, c'est que nous avons des fondamentaux pour créer vraiment un État de droit. Quand on n'a pas les fondamentaux pour un État de droit, on va faire un saut, mais il n'est pas qualifié, c'est un saut dans le vide. Si aujourd'hui nous avons trouvé l'opportunité de dire le renforcement de l'État de droit, il a des faiblesses. Nous, à peu près, on dit refondation de l'État de droit. Parce qu'en réalité, il n'y a pas... Refondation, carrément. Carrément, parce qu'il y a le droit. Les esclaves que nous, on ne reconnaît même pas, on ne dit même pas qu'il y a des esclaves, on parle de séquelles. Aujourd'hui, on parle de multiculturalité. Où se trouve la multiculturalité? Dans la constitution qu'on a amendée en 2012, on a dit que la Mauritanie, forte de ceci, de cela, on met l'islam en exergue. Mais on a parlé de la diversité culturelle qui constitue le socle de la Mauritanie. On a cité tout ce qui constitue la multiculturalité. Et on a dit avec le droit à la différence. Plus loin, dans le même paragraphe, on dit l'arabe est la langue officielle du pays, mais le pulaar, le soninké et le wolof constituent un patrimoine commun à tous les Mauritaniens que l'État se doit de préserver et de promouvoir. C'est clair. Je n'ai rien vu par rapport à ça. Aujourd'hui, on nous parle de séquelles. Écoutez, dans un pays, dans un pays, si on dit les séquelles, cela signifie que la base est finie. Est-ce qu'en Mauritanie, on reconnaît aujourd'hui qu'il y a la pratique esclavagiste de quelle que soit la nature? Est-ce qu'il n'y a que des séquelles? Soigner des séquelles et soigner ce qui est l'ossature, ce n'est pas la même chose. J'aurais bien voulu que ces problèmes de soient clarifiés avant de dire qu'on va faire un saut dans le vide.
En réalité, ce ne sera plus une question de l'État ou du pays, parce qu'on sait qu'il est faible. On sait que l'administration n'existe pratiquement pas. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde, dans la rue, tout le monde parlera de que les ministres eux-mêmes ont des problèmes. À partir de ce moment, il faut d'abord créer cet État-là. Des problèmes de quel genre? Je ne dois pas parler parce qu'il y a le ministre qui est en face de moi. Donc je passe la parole à... Non, je continue. Vous allez répondre. Je voulais dire juste... On va essayer un peu d'être juste dans le temps, M. Correa. Je ne veux pas vous interrompre. Je délègue désormais ma parole à Mohamed. Comme au bon vieux temps. Allez-y. Oui, permettez-moi d'abord de préciser une certaine chose. Moi, je crois qu'il est vrai, la Constitution n'est pas sacrée. Mais il s'agit là d'un texte fondamental qui ne doit pas être changé au gré des humeurs ni au gré du vent. Tout à fait. Il doit être changé parce qu'il y a une nécessité impérieuse de le changer. Nous savons que la Constitution a été changée elle a été créée en 58, ou élaborée en 58, elle a été changée en 61, puis en 91, puis amendée en 2012, puis amendée en 2006, après 2012, et maintenant nous cherchons également à l'amender, comme si en réalité il s'agissait d'un texte banal. C'est le texte fondamental de la République. Bien sûr. Eh bien, donc, moi, je crois que s'il y a lieu de le toucher pour des changements importants... Je me perds un peu, Monsieur le Président. Vous dites que ce n'est pas... Il n'est pas sacré, mais il s'agit là, j'ai dit, d'un texte fondamental. Non, je n'ai pas dit ne pas le toucher. J'ai dit le toucher quand il s'agit là d'une nécessité impérieuse. Mais n'est-il pas nécessaire aujourd'hui de toucher à cette Constitution? Bon, attendez la fin de mon raisonnement. Attendez la fin de mon raisonnement. Je veux juste me retrouver. Oui, moi aussi je veux me retrouver par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'en réalité, je ne vais pas sauter sur... En réalité, pour nous, il y a des priorités. La priorité, c'est quoi? Comme l'a dit si bien mon professeur, nous avons besoin d'abord de créer l'état de droit. Nous avons également besoin de bâtir cet état de droit sur une justice sociale, à même de pouvoir permettre à chacun d'entre nous de se considérer comme citoyen mauritanien à part entière, égal à son vis-à-vis. Bien, nous pensons que, nous ne disons pas que peut-être qu'il y a des efforts, mais nous disons que nous sommes encore en deçà, très en deçà des aspirations de notre classe politique, de nos citoyens, de notre peuple. Donc, je crois que en attendant de mieux ficeler tout ça, nous avons besoin plutôt de penser à l'essentiel, plutôt que d'aller chaque fois à des révisions, je ne dis pas inutiles, mais pas prioritaires. Pas prioritaires. Bon, ceci dit, moi je concède que pour chacun d'entre nous, chacune de nos formations politiques, notre société civile, chacun d'entre nous en tant que Mauritanien a le droit de dire ce qu'il pense par rapport aux emblèmes. Chacun d'entre nous a le droit de dire ce qu'il pense par rapport à la République, une troisième, une quatrième, une première. Mais ceci n'engage que lui. C'est clair. Mais ce que nous voudrions en réalité qu'il puisse canaliser... Il y a dialogue pour qu'il y ait un engagement commun, c'est ça? Oui, ce qui va pouvoir canaliser peut-être nos débats, c'est que quand nous avions voulu aller à ce dialogue, qui a passé par des étapes, parce que nous avions d'abord fait des journées de concertation, et nous avions attendu une année pour que ces journées de consultation se concrétisent en un dialogue effectif. Eh bien, nous avions réfléchi. Chacun d'entre nous a élaboré une plateforme. Ces plateformes avaient été partagées et nous avions eu cette feuille de route qui constitue pour nous un peu des œillères pour discuter de ce qu'on a considéré comme étant l'essentiel. Tenons-nous d'abord à cela. Si nous pensons qu'il y a lieu de discuter autre chose, eh bien donc il nous est loisible, du point de vue temps,
du point de vue disponibilité, du point de vue attente de tout le monde de pouvoir en discuter demain ou après-demain. Par rapport aux emblèmes, par exemple à l'hymne, par rapport également au drapeau, moi, au niveau de mon parti, eh bien donc, nous ne nous interdisons pas d'en parler. Mais nous pensons que ce n'est pas l'essentiel. Pour nous, c'est peut-être l'essentiel pour eux, mais pour nous, nous pensons qu'il y a des priorités. Il faut plutôt essayer de profiter de cette chance que nous avions aujourd'hui, de pouvoir discuter et de pouvoir nous asseoir pour que nous puissions nous compléter, pour que nous puissions harmoniser nos efforts et que demain on puisse, au sortir de ce dialogue, dire aux citoyens mauritaniens, voilà ce que nous avions pu faire dans ce dialogue. Moi, je crois que c'est clair. C'est en réalité ce qui doit animer chacun d'entre nous. Monsieur le ministre, je le dis aussi à nos invités, il faut qu'on reste un peu, nous allons thématiser un peu notre débat. Il faut qu'on reste aussi dans le sujet de notre débat. Personnellement, je m'autorise tout sur ce plateau. Je n'ai pas de problème. Si jamais l'opposition veut tirer sur le gouvernement ou sur le pouvoir en place, personnellement, ça ne me dérange pas, c'est l'opposition. Vous aussi, si vous voulez tirer sur l'opposition, ça peut revivre un peu le débat. Mais non, je ne provoque pas, mais je vous dis tout simplement que le sujet, le thème, c'est le débat politique. Qu'est-ce qu'on attend de ce débat? Donc, s'il y a eu quelque chose avant le débat, d'accord, on peut bien le soulever, mais tout en restant dans le vif du sujet. C'est le débat d'aujourd'hui, des questions essentielles. Pour vous, monsieur le ministre, l'essentiel, le plus important, c'est l'hymne, le drapeau, ou vous avez défini un ordre de priorité? Écoutez, permettez-moi tout d'abord de bondir sur des interventions de mes frères en disant ceci. Au niveau de l'IPR, nous avons fait une contribution qui a intégré l'ensemble des problématiques qui se posent au pays. On a parlé de la problématique des politiques électorales, des réformes constitutionnelles, l'état de droit, le renforcement de la justice, la gouvernance économique et financière, les affaires étrangères. Et on a fait des propositions concrètes dans tous les domaines. Je crois qu'il faut partir de ça. Et ce n'est pas la position de M. Brahim, c'est la position de l'IPR. Et donc, ce n'est pas un avis, je veux dire, personnel, mais c'est la position de l'IPR qui engage tous les militants et tout le staff de l'IPR. Elle découle d'une vision de changement, la vision du président de la République qu'on veut concrétiser. Je crois que nous devons s'en tenir à ces programmes, essayer de les confronter, de voir comment, dans quelle mesure ils sont complémentaires, dans quelle mesure on peut bâtir un programme concerté, consensuel, qui servira pour la Mauritanie de demain. S'agissant du drapeau, on n'a pas parlé de modification du drapeau. On a parlé d'ajout au drapeau pour symboliser et reconnaître l'effort de nos héros, et symboliser les martyrs, et dire que les Mauritaniens sont prêts à chaque fois que c'est nécessaire de défendre leur patrie par le sang. Je crois que c'est un enrichissement, ce n'est pas une modification. Au niveau de l'institution de l'opposition, j'ai comparé ce qui est proposé par rapport à ce qui est fait en Grande-Bretagne, en France. On donne une présidence d'une commission à l'opposition. C'est une avancée. On permet à l'opposition d'avoir un droit de contrôle sur le fonctionnement de l'Assemblée par la création de commissions ad hoc. C'est une avancée. Il y a la question des partis politiques, la liberté de créer les partis, d'adhérer, la protection des partis, lutter contre l'émiettement des partis. Ça, c'est des évolutions qui vont dans le sens de la consolidation de la démocratie. Maintenant, je l'ai dit, les choses sont statiques. Vos programmes, aujourd'hui, ils ne passent pas au niveau de l'Assemblée nationale. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si le peuple mauritanien le décide, vous serez, vous, à votre tour, une majorité. Et je crois qu'il faut être patient et savoir que la démocratie... Quand M. Correa vous dit que même avec une commission... Non, j'ai pas terminé. Même avec une commission à l'Assemblée, ça ne changera rien. J'ai pas terminé. Un certain ministre disait un jour... Monsieur le ministre, je n'ai pas terminé. J'espère que j'ai pas terminé. Et monsieur le ministre a fait quelque part un peu hors sujet, mais bon,
parler de l'état de droit, parler des insuffisances, dire qu'il n'y a pas d'état de droit. Moi, tout en étant restant serein et en essayant effectivement d'aller dans les vifs de ce qui intéresse aujourd'hui les Mauritaniens, nous devons savoir quel est notre référentiel. La Mauritanie vient d'où? Quelle était la situation de la Mauritanie en 2008-2009? En 2008-2009, c'était un État en déconfiture. En déconfiture. C'est-à-dire que la Mauritanie est née. Non, quel était. Non, monsieur le ministre, vous comprenez mieux que moi. Ce que j'ai dit est très clair et je ne veux pas polémiquer. Il a tout simplement, il y a un minimum de réponses. Pris un référentiel. Il y a un minimum de réponses qu'il faut apporter à ce que vous dites. Vous jugez dans l'absolu. Vous dites il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Quelle était la situation du pays en 2008? Un État en déconfiture. Pas de problème de sécurité. Pas d'infrastructure. Pas d'état civil. Mauvaise gouvernance. On occultait les séquelles de l'esclavage. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Peut-être que ce n'est pas suffisant. Et c'est pour cela, c'est pour cela que nous sommes dans une logique d'amélioration continue. Mais je crois que tel n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est le dialogue. Le débat, c'est qu'est-ce que nous proposons aux Mauritaniens. C'est sur lequel nous pouvons nous entendre d'une manière responsable, d'une manière sereine. En tout cas, c'est l'esprit que je souhaite pour cette rencontre. Donc, j'aurais souhaité, pour ne pas perdre trop de temps, qu'on passe en revue nos ressemblances, nos divergences, quels sont les points d'atterrissage possibles, d'entente. Je crois qu'aujourd'hui, ce soir, c'est ce qui intéresse. Comment on peut arrondir les angles, les divergences, comment on peut les... je vois que vous impatientez de... Non, je ne m'impatiente pas. Moi, je sais que c'est-à-dire, comment dit le ministre, nous venons de loin. Ça, c'est une réalité têtue. Personne n'ignore, en tout cas, tout ce qui a été fait depuis 2008. Bon, 2008 quand même, on se canardait dans les rues de Nouakchott. Je ne parle pas de ce qui se passait ailleurs. 2008, il n'y avait pas d'infrastructure. Bon, 2008, le gouvernement auquel appartenait mon ami Kouerera, moi je pense qu'il y avait quand même, comme a dit le ministre, beaucoup de choses, beaucoup de reproches à leur faire. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous sommes dans un dialogue. Au sortir de ce dialogue, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il est fondamental, dans ce dialogue, ce qui est fondamental, c'est l'unité nationale, c'est la cohésion sociale. L'unité nationale, quand on dit unité, tout regroupe l'unité nationale, tout se retrouve dans l'unité nationale. Comment trouver une solution à solder définitivement ce qui pourrait rester, par exemple, des séquelles du passif humanitaire. Comment, effectivement, en plus de tout l'arsenal juridique qui a été pris en matière de lutte contre les séquelles de l'esclavage, comment arriver justement à prendre à bras le corps ce problème? C'est-à-dire comment le peuple mauritanien dans son ensemble, les partis politiques, la société civile, les syndicats, comment tout, une volonté, il y a une volonté politique qui est là, elle est indéniable. Parce qu'il y a l'arsenal juridique qui est là, il est indéniable. Mais on continue toujours à en parler. Moi je pense, en tout cas nous au niveau de mon parti, nous pensons qu'il faudrait que tout le monde s'y mette. Je ne peux pas... des tribunaux ont été créés pour des textes, les meilleurs ont été pris, même criminalisant l'esclavage. Mais jusqu'à présent, nous en parlons. C'est qu'il y a un problème. Donc, comment, au niveau de ce dialogue, arriver à solder tous ces problèmes? C'est ça le fondamental. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est l'un des points fondamentaux que mon parti privilégie.
C'est clair. Vous avez quelque chose à ajouter? Parce que Allez-y. Allez-y. Donc, Mohamed, rapidement, parce que nous avons beaucoup de. Nous avons un tour de. Je voudrais quand même rappeler que quand j'ai parlé d'état de droit, j'ai dit que nous avions besoin de renforcer cet état de droit. Nous avons besoin de créer ou de faire de sorte à ce qu'il y ait une réelle justice sociale permettant à tout le monde de se reconnaître dans cet état. Un. Deuxièmement, je voudrais également dire que la réalité parfois est tenace. Tout le monde sait que ce n'est pas le pouvoir actuel qui a parlé de séquelles. Ça a été reconnu par Maaouia. Il a toujours dit séquelles parce qu'il refusait l'existence de l'esclavage. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nouveau. Donc le problème, c'est la litanie même. C'est une litanie, c'est même une litanie, une répétition d'une même chose qui en réalité ne colle, excusez-moi l'expression, mais de mon point de vue, ça ne colle à rien du tout. Parce qu'en réalité, c'est essayer d'escamoter le réel problème pour aller vers ce qui ne satisfait personne, ce qui n'est même pas encore compréhensible pour pouvoir lui trouver les solutions à même de pouvoir l'éradiquer, etc. Bon, j'ai une anecdote. Moi, j'ai été maire de 2001 à 2006. Et en ce moment-là, nous avons des collègues, des séminaires à n'en plus finir. Mais c'était chaque jour un séminaire, chaque jour un colloque. Et on nous envoyait des experts qui, en réalité, nous disaient qu'il n'y avait que de la pluie et du beau temps. Eh bien, on était là au niveau de l'opposition. On disait notre point de vue parfois par rapport à certaines choses. Mais ce qui est extraordinaire et écœurant, c'était quoi? Ce qui est grave, c'est qu'après le coup d'État de 2005, eh bien, ce même expert qui nous disait que tout était rose, en répondant à une question, il dit « Tout ce qu'on vous disait était faux ». Ça, je crois que vous rentrez un peu dans la classe politique, la qualité de la classe politique. Ce n'est pas ça, c'est un expert. C'est un expert économique qui nous présentait les stratégies de l'État en ce temps-là. Eh bien donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais monsieur, hier vous nous disiez que tout était rose. Aujourd'hui, vous nous disiez que vous ne faisiez que mentir. Vous pensez qu'on va vous croire? Mohamed, mais en réalité, non, excusez-moi. Vous risquez on va dériver un peu le débat. Non, pas du tout. Ça, moi, je ne fais que... Ça, c'est la qualité de l'homme mauritanien. Ça, c'est la qualité. C'est des individualités, c'est des cas... Là où il est dérangé. Monsieur Sidi, moi je crois qu'un raisonnement, c'est un raisonnement. Tout à fait. Quand on essaie de l'amputer, ce n'est plus un raisonnement. Alors, mes amis ne me comprendront pas. Ceux qui écoutent et qui regardent ne me comprendront pas. Laissez-moi terminer mon idée s'il y a un minimum de temps. Sinon, en réalité, ce que j'ai dit va dans le vent. Non, je crains tout simplement ce que j'ai dit colle exactement avec ce que j'ai entendu avant de parler. Très sincèrement. Alors, moi, je dois le dire haut et fort. Alors, nous sommes là pour le bien de la Mauritanie. Nous sommes là pour que les citoyens mauritaniens se reconnaissent en nous et que nous puissions au moins lui servir d'interprète. Donc, en réalité, ce que nous disons, c'est vrai, ce que nous disons peut-être ne pas partagé par tout le monde, mais nous le disons sincèrement. Nous le disons pas avec beaucoup de conviction, mais avec sincérité, parce que nous voudrions lui trouver les solutions requises pour que nous puissions dépasser certains problèmes. Et je voudrais également que l'on ne continue pas à laisser le temps au temps. Non, il faut que l'on intervienne. Il faut que l'on soit présent dans ce que nous serons demain. Et ceci ne pourra avoir lieu que lorsqu'en réalité, eh bien donc, on partage nos points de vue et qu'on s'oublie parfois. On s'oublie pour aller vers l'essentiel. Excusez-moi, Mohamed, c'est pas pour vous interrompre, c'est juste pour que notre émission réussisse et qu'elle fasse l'écho. Parce que là, je suis là pour vous, je suis là pour vous écouter et pour vous laisser parler. Mais c'est juste parce que quand vous me parlez un peu de cas spéciaux, je sais que ça c'est l'homme mauritanien, ça c'est un truc connu. C'est pas juste. Mais enfin, je n'ose pas parler à un journaliste. Mais je voudrais préciser à monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale, dans ces textes qui sont en vigueur actuellement, il y a une commission de contrôle dirigée obligatoirement par l'opposition. Juste. Donc, c'est qu'ils enfoncent une porte ouverte. Deuxièmement,
au niveau de l'Assemblée. Comment? Une deuxième commission. Attendez. Ils veulent ouvrir une deuxième porte à que la côté. première marche d'abord. La porte à côté. Il faut la faire marcher. Non, il faut d'abord que vous, État, vous acceptiez que les institutions que vous créez marchent. On sait maintenant qu'elles ont atteint le maximum de ces possibilités, on change. Mais vous avez un truc qui ne marche pas, c'est-à-dire que vous avez jeté notre béquille. On va où? Autre chose. Je pense que par rapport à l'Assemblée, les propositions qui étaient faites, et par rapport à l'opposition, il est dit dans les textes de l'Assemblée nationale, il y a des choses qui sont claires pour l'opposition avec les groupes parlementaires, avec ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire et où est-ce qu'ils doivent être, et même au niveau du bureau de l'Assemblée. Ils ont des places qui sont réglementaires. Donc, je veux dire qu'ici, ce qu'ils nous proposent, ils sont en train de défoncer des portes qui étaient déjà largement ouvertes. Mais par contre, monsieur le sénateur a posé un problème qui, pour moi, est fondamental. Il dit, on a des textes, on a parlé, mais toujours les gens continuent à poser le même problème d'unité nationale. Il dit que ce n'est pas compréhensible, c'est normal. Je vais essayer de dire, qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un État? C'est d'abord honorer ses engagements. Deuxièmement, c'est appliquer ses propres lois. Et troisièmement, créer les conditions que chacun puisse exprimer sa spécificité dans un cadre unitaire. C'est pourquoi quand vous faites une loi pour résoudre le problème des séquelles et vous créez un tribunal pour l'esclavage, contre l'esclavage, c'est quoi? Mais il y a... c'est à l'alcoolique qu'on appelle ça. Vous avez, ou bien l'esclavage existe, vous dites, l'esclavage existe, je combats l'esclavage, je crée des lois pour ça, je crée le tribunal pour ça, et je sanctionne les gens pour ça. Ou bien l'esclavage n'existe pas, il n'y a que des séquelles, donc la racine, le tronc, c'est parti, il ne reste plus que des feuilles mortes quelque part. C'est pas la même chose. Bon, troisième question, toujours pour monsieur le sénateur, il dit... J'ai parlé de l'esclavage, mais il n'y a pas que ça. Quand on dit que la Mauritanie est multiculturelle, si le terme n'existe pas, le contenu du terme est dedans. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pourquoi nous avons tellement de problèmes? Par exemple, les négro-africains sont toujours en train de protester. Ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas reconnus. Ils ne se votent pas dedans. Il y a des morts qui sont en train de protester. Ah, non, ils se reconnaissent. Mais ce qui est important... Attendez. Ça, c'est un citoyen qui proteste. On peut pas le... Ce qui est certain, c'est qu'on peut critiquer un pouvoir. Il y a des Arabes qui ne sont pas contents de la politique menée par le pouvoir. C'est normal. Il y a des négros qui ne sont pas contents de la politique. Mais ce qui est important, c'est que les autres ne se reconnaissent même pas dans cet État. Parce qu'ils n'ont pas vu ce que les gens ont fait pour que l'esclave, pour que le négro-africain... Il ne faut pas qu'on mélange les pédales, parce qu'il y a deux questions différentes. Attends, il y a deux questions différentes. Rester sur l'unité nationale ou rester sur l'esclavage. Comme ça, on peut vous poser des questions là-dessus. Laissez-moi diriger mon débat correctement, M. Correa. D'accord, dirigez-le comme vous voulez. Voilà. Laissez-moi dire un petit mot. Vous allez vous apaisantir ou sur l'esclavage ou sur la question de l'unité nationale. Si c'est sur l'esclavage, apparemment, ce qui pose problème pour vous, c'est le mot séquelle. Non. C'est le mot séquelle. Non, ce n'est pas... Pour vous, a mis en place... de reconnaître la réalité. Ce que j'ai dit. Donnez-moi s'il vous plaît une minute. Sur mon plateau, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Le problème pour vous... Non, voilà. J'en ai juste deux secondes. 3 secondes. Donc, vous avez dit que pour vous, le problème qui se pose, c'est le mot séquelle. Alors que l'État a mis en place un arsenal juridique, il a mis en place un tribunal pour l'esclavage. Vous voulez que quelqu'un vienne vous dire qu'il y a esclavage en Mauritanie. C'est ça qui pose problème chez vous? Bon, vous me posez la question. Oui. Ce que je vous dis, en réalité, je ne me posais pas sur le problème. Je suis en train de parler. C'est le mot qui vous dérange. Attendez, non, c'est l'inadéquation. D'accord. C'est l'inadéquation entre la réalité et ce qu'on affirme. Il y a une réalité qui est là, mais on affirme aussi autre chose. On affirme qu'on met en place un arsenal juridique pour combattre, pour criminaliser la pratique esclavagiste, on met en place un tribunal. Mais on parle toujours des séquelles
Attendez, à chaque fois qu'il y a une... Attendez, on va se comprendre. Moi, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les journalistes, Je pense que vous n'avez pas une... Non, on se comprend très bien, mais il faut que... Voilà, non. Moi, je pense, je vais essayer. Non, je vais essayer de m'expliquer un peu. Je dis non. L'esclavage, quand j'en parle, ce n'est pas quelque chose de séparé de l'unité nationale. J'ai donné plusieurs séquences de ce que devrait être l'unité nationale, sur quoi devrait être construite l'unité nationale. J'ai pris l'esclavage, et aussi j'ai parlé non, je n'en fais pas, je n'en fais pas en cas particulier. J'estime qu'il y a inadéquation entre la réalité et ce qu'on affirme. C'est clair, c'est très clair. Non, mais moi je pense qu'il n'y a pas d'inadéquation, non, pas du tout. Il n'y a pas d'antinomie entre la création d'un tribunal et parler de séquelles. Par exemple, l'héritage, c'est des séquelles. L'héritage, c'est des séquelles. Pourquoi pas créer un tribunal pour l'héritage? Vous savez très bien, même dans le milieu négro-africain, il n'y a pas longtemps que l'héritage de certaines couches issues des anciens esclaves n'héritait pas. Ça existe aujourd'hui chez les Soninké pour l'héritage. Donc, c'est des séquelles. C'est pas, donc, dire que il est antinomique de créer un tribunal et dire qu'il n'existe pas d'esclavage, non, il n'y a pas d'antinomie. Il y a des séquelles. Et ces séquelles peuvent être... non, je ne peux pas. Encore une fois... On vous comprend très bien, mais il faut... Je ne parle pas des Arabes ou des Halpulaar dans le cadre de l'esclavage. Esclavage général, de manière générale. Donc, il a tout simplement donné un exemple. Dans toute la Mauritanie, dans toutes les couches, dans toutes les composantes nationales. Pour moi, je ne parle pas de l'arabe en tant que tel. C'est ça, c'est ça que je craignais. Dans l'arabe ou dans le négro-africain. C'est des séquelles. Encore une fois. On ne va pas s'appesantir sur le mot qui dérange. Séquelles, on va oublier séquelles. Non. C'est ça que j'ai craigné. J'ai craigné que... Attendez. J'ai craigné que mon débat reste un peu, s'enfonce dans des sujets qui demandent une émission. Personnellement, je suis preneur d'une émission qui discute de l'esclavage et des problèmes vraiment qui se posent aujourd'hui encore. J'ai dirigé des débats ici sur l'esclavage dans cette télévision. Donc, moi, je pense mais il faut qu'on reste. Voilà, moi je vais rester sur le dialogue. Moi, j'ai tout fait pour les repréciser. Moi, je pensais qu'en réalité, c'est sûr je reste sur le dialogue. Moi, je pense que le dialogue. Moi, j'ai craigné que mon émission devienne un atelier du dialogue national inclusif au niveau du palais. Et apparemment, c'était le cas. Ça, c'est notre studio. Il y a une émission qui discute un peu des principales questions débattues au niveau de votre vision. Parce que vous voulez nous fermer sur deux thèmes. Vous nous parlez des emblèmes purement et simplement, alors qu'il y a plus que cela. Il y a des... Moi, je dis pas que c'est important, mais j'ai dit tout au niveau du dialogue. Des questions. Au niveau du dialogue, il y a des problèmes extrêmement importants qui ont été posés, par exemple, la réforme constitutionnelle. Voilà, par exemple. La réforme constitutionnelle. Par exemple, l'âge des candidats. Je donne un exemple parce que pour moi, en tout cas, il n'est pas normal de limiter un potentiel candidat à un âge déterminé parce qu'on peut avoir 80 ans, comme nous l'avons vu, dans la sous-région et être un bon président. D'autres même qui approchent les 90 ans, qui continuent à être de bons présidents. Moi, je pense plutôt que le Conseil constitutionnel aurait dû demander, par exemple, un certificat à tous, en créant une commission ad hoc d'experts médicaux pour délivrer un certificat médical pour tous ceux qui voudraient se présenter comme candidats à l'élection présidentielle. Aussi, non, je n'ai pas terminé. Rapidement, parce que là, j'ai pas le temps. Non, je n'ai pas terminé. Et puis aussi, je pense... J'ai beaucoup d'éléments. Je pense aussi qu'il est... Là où il y a convergence de point de vue, on est content. Non, je pense aussi qu'il est antidémocratique. Antidémocratique. C'est-à-dire que il y a une situation qui prévalait il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Nous sortions d'un traumatisme d'une dictature. C'est une réalité. Et il nous fallait limiter, nous pensions que limiter les mandats, par exemple, était un moyen d'aller vers une alternance. Parce que nous savions qu'aucune alternance n'était possible par les urnes. Vous étiez carrément traumatisé. Tout le monde était traumatisé. Même vous étiez traumatisé. C'est la réalité. Et maintenant, nous savons aujourd'hui, nous devons faire le bilan aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons un enrôlement biométrique qui constitue un exemple en Afrique de l'Ouest.
La CEDEAO vient de prendre l'enrôlement biométrique mauritanien comme exemple. Évidemment, il y a des dysfonctionnements. Je reconnais qu'il y a des dysfonctionnements. Il y a même des errements. Ces dysfonctionnements, il faudra les corriger. Pour permettre à tous les Mauritaniens, comme l'a dit le président de la République, pour permettre à tout Mauritanien de disposer son droit, c'est-à-dire d'avoir son état civil. Ça, c'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, à partir du moment où nous avons un état civil fiable, nous avons un code électoral fiable, nous avons une CENI qu'il faut naturellement revoir, renforcer. C'est une réalité. Et nous avons vu d'ailleurs qu'entre les deux tours de l'élection de 2013, le deuxième tour, la CENI a fait un travail meilleur que par rapport au premier tour. Donc cela signifie que la CENI est perfectible. Il faut aller vers la perfection, la perfection de la CENI. Nous pensons donc qu'il n'est pas normal. Moi, en tout cas, mon parti pense qu'il n'est pas normal. Parce que simplement aux États-Unis qu'il y a 2 mandats, qu'on dise qu'en Mauritanie, il doit y avoir 2 mandats ou 3. Non. Il faut savoir qu'est-ce qui était à l'origine de cette histoire de 2 mandats. C'était un traumatisme. C'était un traumatisme. Parce que les urnes ne pouvaient pas être. C'est clair. Les urnes ne pouvaient pas être à l'origine d'une alternance. Aujourd'hui, nous avons aujourd'hui un état civil fiable. Voyons comment l'administration peut être plus neutre. Voyons comment notre code électoral peut-il être amélioré. Peut être amélioré. Voyons comment améliorer notre CENI, peut-être renforcer. Notre CENI. C'est-à-dire les outils de... Et le jour où... Mais pourquoi en Allemagne, Angela Merkel est à son 3e mandat? Pourquoi en France, il n'y a pas de limitation de mandat? Il n'y a que de limitation de mandat qu'aux États-Unis en réalité. Mais bon, je pense que si tout l'arsenal que nous avons, tout un arsenal qui nous permet d'avoir une élection transparente, libre et crédible et apaisée, il faudrait laisser aux Mauritaniens de choisir librement le candidat. L'idée est bien reçue. Monsieur le ministre, je vais faire juste... vous allez retenir un peu les remarques que vous avez. Le temps de voir un peu les échos de la presse avec mon collègue Abdoul Adamaba, qui fait un tour de la presse, qui s'intéresse au dialogue national inclusif. Les concertations qui se déroulent au niveau du Centre international de conférence de Nouakchott continuent d'occuper le devant de la scène médiatique. L'agence mauritanienne d'information titre à sa une « Dialogue national inclusif », les travaux dominés par des discussions libres et franches. Les travaux des ateliers du dialogue national inclusif se sont poursuivis lundi au Palais des Congrès de Nouakchott et ont donné lieu à des discussions approfondies. Les participants ont affirmé au cours des 4 ateliers du dialogue, supervisés le 30 septembre dernier par le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, la nécessité de dégager des résultats positifs satisfaisants aux attentes de tous les Mauritaniens qui fondent d'énormes espoirs sur ce dialogue. Les participants ont abordé plusieurs thèmes, dont la séparation des pouvoirs, le renforcement de l'état de droit, les libertés, la préservation des constantes nationales, la décentralisation, l'enracinement de la justice, la priorité aux franges démunies et la réalisation d'un développement environnemental équilibré. L'atelier des problématiques politiques appelle à la révision de la représentation parlementaire entre les circonscriptions électorales. Des participants à l'atelier des problématiques politiques et électorales organisé dans le cadre du dialogue national inclusif ont appelé jeudi à une révision de la représentation parlementaire entre les circonscriptions électorales et à respecter la différence entre quotient électoral au niveau de ces circonscriptions ainsi qu'à la révision du code électoral. Certains de ces participants ont appelé à renforcer le rôle des conseillers municipaux dans le développement local en leur accordant davantage de moyens financiers et en limitant la tutelle dont ils sont soumis de la part du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation.
Du côté de CRIDEM, on se focalise sur les prolongations. Dialogue national interminable, prolongation à la une. Le dialogue national, dit inclusif ouvert, le 29 septembre devrait durer une dizaine de jours, mais les participants sont engagés dans d'interminables prolongations. Donc c'était un peu la presse nationale qui s'intéresse dans sa grande majorité à ce dialogue national qui se déroule actuellement au palais du Congrès et qui a été prolongé encore une fois pour l'importance des questions et pour la pertinence des sujets débattus et les propositions des différents partis politiques et des différentes structures politiques prenant part à ce dialogue. Monsieur le ministre, avant le tour d'horizon, vous avez quelque chose à... Oui, je voulais d'abord rebondir sur l'intervention de mon aîné, M. Sangot, en disant effectivement que le problème qu'il pose est quelque chose qui me semble être d'une importance capitale, même si au niveau de la contribution de l'IPR, on n'a pas abordé des questions d'âge et de troisième mandat, nous estimons que c'est des questions qui sont étroitement liées. Et nous estimons également que si on va vers l'un, on doit aller vers l'autre. Et je crois que ce qui est important dans une démocratie, c'est en définitive la transparence des élections. Le rôle de la CENI, au niveau de l'IPR, on propose de la constitutionnaliser pour lui donner plus de poids et de neutralité. On propose la création d'un observatoire qui peut intégrer des représentants internationaux. Il y a un état civil qui est fiable. Et je crois qu'en définitive, c'est le peuple qui détermine et qui donne la légitimité. Mais bon, c'est juste pour donner, en tout cas, la position de l'IPR par rapport à cette question. S'agissant des questions abordées dans la contribution de l'IPR, en particulier pour le vote du référendum, on a accès sur un certain nombre de points, dont l'équilibre des pouvoirs, comme principe constitutionnel intangible et primordial en démocratie. D'un côté, on a renforcé les pouvoirs du président, qui est une source de stabilité et de durabilité des élections. Vous avez demandé de renforcer. On a demandé. Tout ce qu'on a fait, on le demande. On le discute. C'est clair. On n'impose rien du tout. Et ensuite, l'Assemblée nationale également limite les pouvoirs du président. Et je crois que c'est ça le principe de l'équilibre. On a parlé de l'ancrage de la démocratie, en faisant référence en particulier au rôle des partis politiques, de l'institution de l'opposition démocratique, et la notion de liberté individuelle et collective. La constitutionnalisation des lois, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'existait pas. C'est clair. On a abordé également la consolidation des institutions. Là, c'est que la CENI, la HAPA, la Cour des comptes, on propose de les constitutionnaliser. On a proposé de simplifier dans le sens de l'efficacité du pouvoir législatif en gestion de chambre unique par la dissolution du Sénat. Et vous savez que le bicaméralisme parlementaire est quelque part dépassé dans le monde. Et donc, c'est aussi un renforcement de l'Assemblée nationale. On a proposé sur le volet électoral une liste nationale pour les jeunes. Ça, c'est quand même un point extrêmement important, à l'image de celle pour les femmes. On a pensé à la représentation des Mauritaniens à l'étranger, au minimum 4 députés. Donc, on a traité des problèmes de vacances et pouvoirs qui sont mieux cernés juridiquement. Je crois qu'il y a beaucoup de propositions. La proposition relative au vice-président, c'est vous? Cela ne figure pas dans nos propositions du fait de la nature du régime. Et du fait qu'en filigrane de cette question, on pense nécessairement au système de quotas. Et nous savons qu'on prohibe les quotas et c'est une cause de désunion et de faiblesse de l'État. Et ce qu'il faut mettre en exergue, ce que nous avons mis en exergue, c'est la citoyenneté. C'est le fondement de la nation, le fondement de la citoyenneté qui est le seul critère pour l'accès aux affaires publiques. C'est clair. Je crois que
Bon, moi, je ne sais pas. Décidément, je suis plus à l'aise maintenant. Quand tu me dis qu'il parle des propositions de l'UPR. L'UPR, oui, c'est Je clair. suis plus à l'aise maintenant. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Non, oui, non. J'ai dit que lui, je suis plus à l'aise. Si c'était lui, ça me gênerait un peu. Mais comme Mais moi, je suis le père. Non, vous êtes parti de l'UPR. Oui, je suis le père. Ce soir, je suis. Et vous, vous êtes l'APP? Non. Est-ce que tu m'as entendu parler d'APP ici? Moi, ici, je ne parle que de l'UPR. Et c'est un honneur de parler de l'UPR. Ils vous reprocheront le... Non, moi, je suis là pour trouver des solutions pour la Mauritanie. Même si ça va à l'encontre de ce pourquoi je lutte aujourd'hui, si on me propose des choses qui sont meilleures, pour les Mauritaniens, pour la Mauritanie, je ne me gênerai pas. On est d'accord, c'est le principe. Ça, c'est clair. Donc, ici, mais on représente des partis. Je ne fais pas une querelle de chapelle. Mais je rappelle encore à l'UPR qu'ils sont en retard d'un siècle. Un siècle complet. J'allais dire un siècle. Pourquoi? Parce qu'il parle d'observatoire. L'observatoire a été, même pendant les élections dernières, il y avait un observatoire des élections. Et il nous propose des choses qui existent. Son renforcement, M. Kouara. Écoutez-moi bien. Il y avait une CENI. Son renforcement. Oui, j'ai entendu ce que m'a dit, je vais revenir là-dessus. Mais les propositions que j'ai entendues ici, moi j'aurais compris qu'on fait un diagnostic, on dit il y avait un observatoire qui a telle information, on va les combler, ou bien nous pensons que l'observatoire ne fonctionne pas du tout, créer un observatoire avec les mêmes prérogatives. J'aurais compris ça. Mais on dit créer des choses qui existent. Non, j'aurais compris. Permettez-moi de vous interrompre une minute. Est-ce que vous avez pris la peine de regarder cette contribution qui est pourtant disponible? Qu'est-ce que vous proposez, vous, franchement, vous l'avez lu? Franchement, je ne l'ai pas vu. Franchement, on a dit... Non, pardon. J'ai entrevu quelqu'un qui avait ça sous une chemise et qui donnait ça sous le boubou. Ah bon? Voilà. En tout cas, sur le site. C'est le boubou avec quelqu'un de sur le site. Moi, je l'ai. Comment vous l'apercevez? Je ne peux pas vous demander comment vous l'apercevez parce que vous ne l'avez pas lu. Vous avez entendu quand même les... Lui, il est interprète fidèle des propositions de l'UPR. Donc je me suis fait ça. D'accord. Vous allez me donner votre avis là-dessus rapidement pour passer à Mohamed qui l'a au moins dans ses papiers. Ce que j'ai dit, on ne va pas passer là, soit discuter des problèmes de l'UPR. Nous discutons de la Mauritanie. Donc discutons... Non, écoutez. Monsieur Sangot a dit qu'il y a des insuffisances. Je voudrais bien que ces insuffisances-là soient dépassées avant de parler de quoi que ce soit. Ce qui est comme important pour moi. Des insuffisances où particulièrement? Il a parlé de la CENI, de ces insuffisances. Oui, c'est ça. Oui. Il a dit. Oui, il a bien dit. Il a parlé de la liste électorale, c'est-à-dire que l'état civil. Il l'a dit. Oui, très bien. Bon, je l'ai bien entendu. Je suis là, je suis présent. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que la conscientisation des Mauritaniens qui reste encore fondamentalement liée à l'idéologie féodale et à l'idéologie tribale et des Torobes là, je n'en suis pas. Hein? Allez-y. C'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, quand vous voulez faire des choses, vous voulez faire une élection, chacun viendra tirer ses amis, vote ici. Ce n'est pas l'avis des gens, la conscientisation n'est pas à ce niveau-là. Donc en réalité, c'est quoi? Les mêmes personnes vont reconduire les mêmes élus, ils vont reconduire la même chose. Mais surtout, je voulais m'appesantir sur encore une fois de plus. Je pense que ce qui est fondamental dans ce dialogue, qu'on crée les conditions réelles d'une unité nationale basée sur un état de droit. C'est-à-dire, le droit, n'importe quel homme est né avec des droits. Le rôle de l'État, c'est de légiférer pour que ce droit naturel puisse être codifié et créer les conditions de son expression, de sa réalisation et de sa pratique. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, nous avons droit, tout homme a droit à la liberté. On est né libre. Mais quelles sont les conditions? Comment on va légiférer ça? Et comment l'État va se comporter par rapport à des manquements liés à ça? C'est ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que tout le monde aujourd'hui a le droit de vivre, de se nourrir, de se vêtir, de s'instruire. De se soigner. Bien, de se soigner, je les mets ça en derrière parce que c'est fondamental. Chez nous, en Poulard, on dit que quand quelqu'un
est malade, rien n'est intéressant pour lui. Même si c'est le petit doigt, tout le corps le sent. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand il y a ça, qu'est-ce que l'État fait pour que cela soit? Tant que l'État ne fait pas ça, pour que chacun juge ses droits, bien entendu, c'est ça le problème. Vous savez qu'il y a un grand pédagogue, est-ce que je peux me permettre ça, toi? Un grand pédagogue qui a dit, ce que je vais dire ici, je vais demander à monsieur le ministre si ça se trouve dans leur proposition. Il a dit que la réussite à l'école est inversement proportionnelle à la distance qui sépare l'école de la maison, de la famille. Si cela est admis, est-ce que dans les propositions de l'IPR, on a parlé des langues nationales, des autres composantes nationales, pourtant qu'il faut préserver une langue qui ne se pratique pas, elle meurt comme le latin. Et il faut promouvoir la promotion, c'est qu'on la parle, qu'on l'étudie, qu'on s'exprime dedans. Et aussi qu'on puisse se nourrir de ça. Est-ce qu'ils ont fait des propositions dans ça? Je vais plus loin. Ils nous ont proposé, regardez ça, si ça existe là-bas. Ça existe. Je vais vous le La dire. proposition est là, c'est pourquoi il est Je vais vous le dire. Vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne doivent pas. Non, ne me dites pas que... Avant, Non, monsieur Correa, ils ont raison. pris plus Ils ont que raison. lui jusqu'à présent. Quand vous prenez la parole, Si. vous touchez à tout. Et là, vous êtes en train de monopoliser les débats. continue. Moi, personnellement, il me Donnez-moi dérange. l'occasion. il me Moi, dérange je suis toujours dans l'état de droit, moi, et l'intérêt. L'état de droit. Non, le temps est à moi. D'accord, Donc, je voudrais quand même. Ok, monsieur le Président, Je allez-y. voudrais quand même rebondir Allez, par rapport à quelque chose que vous aviez dit. Allez-y, Président. Là, كيف تنقولوا اللي حان Allez. الموجب يوحل. En réalité, Il ne faut pas attendre. Allez-y. Doyen n'a pas attendu pour nous parler d'un problème qui n'a même pas encore été posé. Il s'en est servi comme exemple. Bon, je dois dire également que pour nous, en Mauritanie, notre problème n'est ni un problème d'intuition, ni encore moins un problème de loi. Les institutions, on en a plein. Les lois, on en fait tous les jours. Mais le problème, c'est quoi? C'est quel est le contenu et quelles sont les prérogatives, qu'est-ce qui est fait par ces institutions. Et pour ce qui est des lois, elles sont faites pour quoi? Est-ce qu'elles sont faites pour rester lettre morte ou elles sont faites pour être appliquées et servir à quelque chose? C'est un problème qui est là et qu'il faut savoir traiter avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de sérieux et, enfin, essayer de faire quelque chose qui soit profitable pour tout le monde. Alors, nous, en réalité, nous n'allons pas nous fermer ou fermer un peu notre discussion sur un ou deux points, parce que nous en avons 60 à peu près au niveau des ateliers. Je sais qu'il y a des priorités. Je sais qu'au niveau d'une seule émission, nous ne pouvons pas traiter des 60 points. Mais nous ne pouvons quand même pas nous emprisonner dans 2 ou 3 points pour ne parler que de cela. C'est ouvert. Donc, ceci dit, moi je crois qu'il y a certaines choses qui, de mon point de vue, sont extrêmement importantes. L'unité nationale. Mais s'il n'y a pas d'unité nationale, il n'y a pas d'État. Oui, C'est clair. c'est pour ça. S'il n'y a pas d'unité nationale, il n'y a pas d'État. Eh bien, donc, si on en parle, c'est parce que nous pensons qu'il y a encore des problèmes. Il faut savoir les gérer, il faut savoir leur trouver des solutions. Ben, nous sommes peut-être différents, mais est-ce que moi, j'étais très gai de voir que nos deux amis ont les mêmes idées par rapport à l'âge, par exemple. Parce que pour lui, il n'est pas gêné que la République islamique de Mauritanie soit présidée par un homme de 90 ans. Ce n'est peut-être pas mon point de vue. Ce n'est pas non plus, je crois, le point de vue d'Ibrahim, monsieur le ministre. Donc, ce n'est peut-être pas. Ce n'est peut-être pas. Ce n'est peut-être pas. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, puisque nous sommes là, puisque nous sommes là-bas au niveau du palais des congrès, eh bien, nous nous complétons parfois. Mais nous divergeons pas. Donc, il y a quelque chose de très important. Alors, de très important. Par exemple, nous, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, de tous bords, on s'était rencontrés, on a discuté d'un problème. C'est quoi? Les institutions. Nous nous sommes dit qu'il y a certaines institutions qui doivent être repensées, soit qu'elles soient intégrées, ou qu'il y ait une refonte complète, parce que nous pensons qu'aussi bien pour ce qui est du médiateur de la République, que le Conseil constitutionnel, pas le Conseil constitutionnel, le Conseil islamique, bon,
et le conseil de la fatwa, tout ceci peut être regroupé dans un seul et que ce conseil-là puisse avoir les prérogatives qu'il faut, les moyens matériels, humains qu'il faut et qu'il puisse être décentralisé pour qu'en réalité, il puisse jouer le rôle qui lui revient. Donc, et pourtant, nous sommes de Moustaqbal, nous sommes de l'IPR, nous sommes du PRDS, nous sommes de cela. Mais en réalité, il s'agit là d'un problème majeur. Il s'agit là d'un problème qui préoccupe tout le monde. Et que si nous avons eu la chance de pouvoir se compléter, c'est tant mieux. Donc, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. D'accord. Je vais après vous allez répondre. C'est-à-dire, moi, je pense que, effectivement, moi, je pensais que, fondamentalement, les problèmes qui allaient être posés, c'est les problèmes qui ont été posés au niveau des ateliers, qui ont constitué essentiellement, qui ont focalisé l'attention des débats. Par exemple, le problème que j'ai soulevé tout à l'heure et le problème de l'unité nationale. En tout cas, moi, je vais vous parler de ce que pense mon parti pour ce qui est de l'unité nationale. Et pour cela, vous me permettrez de vous lire en texte les statuts de mon parti créé en 1993 et qui constitue aujourd'hui encore une actualité. Pas tous les textes. Non, un paragraphe par la l'unité nationale. Nous considérons, par exemple, dans la réalisation de notre projet de société, le rôle de l'institution éducative est fondamental. C'est pourquoi une place importante lui sera accordée dans notre démarche. L'état actuel de l'école, à l'époque, en 1993, appelle une réforme urgente du système éducatif qui portera sur le contenu, l'orientation, la structure et l'encadrement pédagogique. En 1993, c'est pas fini. Il s'agira d'unifier le système d'enseignement, il a été unifié. L'arabe, langue officielle, langue d'enseignement, le français, langue d'ouverture. Ce faisant, le système prendra en considération les exigences de la vie moderne et l'environnement immédiat de notre pays. Il devra aussi assurer la promotion, le développement de nos langues nationales en vue de leur enseignement. Parallèlement, il veillera à l'utilisation de ces langues dans la vie active. Cette école nouvelle puisera sa substance nourricière dans un fond culturel national. C'est clair. C'est dire que depuis 1993, vous êtes engagé pour cette unité nationale. C'est-à-dire que, pour dire encore, dans ce cadre, la Madra, qui a été le berceau de la culture musulmane, a facilité depuis toujours les rapports et l'interprétation de nos populations et a constitué un ciment solide de notre unité. C'est clair. Mais si nous sommes d'actualité, c'est l'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème qui se pose pour l'unité nationale, tant que le problème de la langue n'a pas été réglé, nous n'irons nulle part. Et pour nous, je vais vous dire notre proposition. Rapidement notre proposition. Nous pensons. Vous permettez à M. de faire la propagande de son parti. C'est pas. Non, c'est pas. Je vous permets, vous, à faire celle de l'APP. Si des propositions sont données à l'APP. Il faut le faire. Mais si. Pour nous, nous sommes. C'est d'actualité. Il faudrait permettre aux enfants non arabes d'apprendre dans les madras, dans les écoles coraniques, et que ceci se soit institutionnalisé par l'État et payé par l'État. Et que cela constitue un enseignement préscolaire. Tant que l'arabe n'est pas enseigné de manière équitable et égalitaire, le problème ne sera pas réglé. C'est clair. Donc, je serai obligé de vous limiter un peu chacun pour l'intervention de 2 minutes au maximum. Okay. Bon, vous allez rebondir un peu sur la question qu'a posée M. Correa. Bon, de toute façon, vous avez reconnu qu'on n'avait même pas lu le document de l'UPR. Vous savez que chez nous, en Poulard, on dit si vous ne connaissez pas quelque chose, vous voulez n'est-ce pas? Donc, on va lui laisser nous expliquer. Donc on va l'écouter. Je vais quand même parler sur 3 sujets. Le premier, c'est répondre un peu à Mohamed. Mohamed a parlé de textes qui sont bien faits, de lois. Et ce qu'il met en cause un peu, c'est l'application de manière générale. Moi, je crois, comme je l'ai dit dans l'introduction, que la Mauritanie est un pays très jeune, qui vient de très loin, avec des mentalités rétrogrades. Le système éducatif est ce qu'il est.
Et je crois qu'il faut donner du temps au temps. Il faut donner du temps au temps dans le sens où il faut agir. C'est des systèmes éducatifs, c'est des mentalités. Et l'amélioration sera, de mon point de vue, graduelle, mais elle viendra un jour. Il faut voir les États comme les pays européens, le temps qu'ils ont mis pour être là où ils sont aujourd'hui. Donc, je comprends tout à fait ça. Effectivement, il y a des manquements pour le moment, des insuffisances, mais c'est la responsabilité d'aucun État, d'aucun régime. C'est l'histoire. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé des institutions. M. Sangote a parlé des institutions. Et sur ce plan, l'UPR propose dans sa contribution une évolution extrêmement importante pour la décentralisation, la mise en place des conseils régionaux. Je crois que ça, c'est une nouveauté qui va dans le sens d'une plus grande proximité, d'un plus grand ciblage des projets de développement. Et donc, avec un choix optimal des compétences, je crois que ça permettra de changer effectivement nos régions. L'UPR a également proposé la mise en place des pôles de développement économique en fonction des avantages comparatifs de chaque région. Je crois que c'est une idée qui va dans le bon sens. L'UPR a proposé également de simplifier parfois les institutions. Par exemple, dissoudre le médiateur de la République et le Conseil islamique dans le Haut Conseil de la fatwa et de cour gracieux. Ça, c'est une évolution qui va dans le bon sens. Dans un souci également d'intégrer les problématiques environnementales qui doivent être traitées, qui sont de la responsabilité de l'autorité, qui doivent impliquer les citoyens, on a proposé d'étendre les compétences du Conseil économique et social à l'environnement. On a proposé un nom, il sera ce qui est proposé, le Conseil économique, social et environnemental. Le souci de renforcer la lutte contre la gabegie, on a proposé de constitutionnaliser la Cour des comptes et en même temps de créer une autorité pour la bonne gouvernance et la lutte contre la gabegie. Ça illustre les efforts faits depuis 2008 et c'est un renforcement qui va dans le sens de la transparence au niveau de la gestion financière. Par rapport à l'école publique, parce que vous avez une proposition. À l'école publique, là, je crois qu'effectivement, le système, avec M. Correra, je suis très mal placé pour apporter un commentaire, mais je dois dire, je reconnais que l'enseignement a beaucoup de problèmes. L'école publique a beaucoup de problèmes. Et que ces problèmes sont prévus dans notre contribution. Ils doivent être adressés. Et pour terminer, au niveau de l'unité nationale, on lui a consacré presque une dizaine d'articles. C'est clair. On peut les lire comme ce Sangote, on fait l'impasse. Non, on va suivre un micro-trottoir, l'avis de certains citoyens lambda qui, dans la rue, ce qu'ils pensent du dialogue, ce qu'ils attendent du dialogue, on va les écouter. Et je suis votre Calimero, parce que vous prenez tout le temps et vous me laissez... Toi, Gatia, parler plus que tout le monde. D'abord, il faut dire que le dialogue politique était quelque chose d'extraordinaire que nous tous nous voulons. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, que l'ensemble de la classe politique mauritanienne participe au dialogue. Et c'est nécessaire de le dire. Pourquoi? Parce que nous voulons dire, nous disons un dialogue inclusif. Donc, le dialogue inclusif doit inclure l'ensemble de la classe politique nationale. Et si cela est fait, effectivement, il faut qu'on arrive à discuter sur certains points qui concernent effectivement l'état de droit, qui concernent, si vous voulez, les questions économiques, qui concernent les questions sociaux. Ce sont des questions que nous devons en discuter, c'est une question cruciale. Je pense que le peuple mauritanien mérite effectivement de sortir gagnante de ce dialogue. Les symboles de l'État, je pense aussi que ce sont des questions qu'il faut négocier. Apparemment, ceux qui sont au pouvoir proposent, ils ont présenté quelques propositions. Je pense aussi que ceux de l'opposition, en tout cas les participants dans ce dialogue, doivent eux aussi présenter leurs propositions par rapport à ce qui existe déjà. Et je pense que, en ce qui concerne les symboles du pouvoir, ce sont des questions que nous tous nous devons discuter. À mon point de vue, j'ai suivi le dialogue à travers des télés, à travers le net. Bon, c'est une discussion nationale. Du fait de vouloir changer le drapeau national et l'hymne national, c'est une bonne affaire si ça arrange toute la population. De toute façon, il faut concerter tout le monde. Et regardez encore l'hymne national, puisqu'elle est chantée, si je peux m'exprimer, Kulil ila inasira wa ankiril munakira
Si vous pouvez trouver quelque chose de mieux, c'est préférable. Si vous avez encore l'hymne que vous allez amener n'est pas plus riche que celui que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas intéressant de le changer. Par rapport au drapeau national, vous avez dit qu'ils vont le changer en mettant 2 traits rouges en bas et en haut, c'est-à-dire au-dessus et au-dessous. Ça aussi, c'est un point de vue qu'il faut exposer à la population. Si la population est d'accord, la plus grande partie de la population est d'accord, tant mieux de changer ça. Mais si la population n'est pas d'accord, il vaut mieux de le laisser comme il est. Donc ça, c'est plusieurs points de vue, bien sûr. Moi, d'abord, je proteste contre le journaliste. Ouais. Parce qu'il veut nous focaliser sur les propositions de l'IPR qu'on se prononce par rapport à ça. J'espère que ce n'est pas juste. Chacun d'entre nous ne vient pas, mon parti propose ça. Nous avons des problèmes qui se posent à la nation, chacun donne son point de vue par rapport à ça. Pas on lit ce que l'IPR propose et vous nous demandez d'intervenir là-dessus. Je proteste énergiquement. D'accord. 2. Par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, Monsieur le sénateur en a parlé un peu, le problème de l'éducation, ils ont fait un grand progrès depuis lors. Bon, mais seulement, je pense qu'il y a un autre problème derrière ce qu'ils disent. Il y a un autre présupposé, c'est pourquoi je ne veux pas discuter leur programme. Le jour que vous nous inviterez, en tant que parti, on va débattre de nos programmes politiques, c'est plus intéressant, parce que ça, ce n'est pas l'objet. Troisième élément, maintenant, je pense que je vais revenir, c'est ce problème de collectivités locales. De conseils régionaux. Les collectivités locales, parce que ça va parler de l'institution qui va être les conseils régionaux. On parle de développement local, on parle de pôle pour cela. Je pense que le développement local en Mauritanie, c'est la mode du rôle. Qu'on le veuille ou non, on le dira pour que les gens donnent le financement. Ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où il y a la question. Le jour qu'on va faire ces conseils régionaux, vous pensez quels sont les gens qui seront élus comme conseillers? Qui? Tout à l'heure, Mohamed a parlé de PRDS. J'ai tiqué un peu. Ouais, j'ai vu. J'ai tiqué un peu, ce n'est pas parce que le PRDS n'est pas présent, parce que l'UPR est une séquelle de PRDS. C'est là où on ne peut pas le séquelle. Je m'excuse. Vous voulez, non. vous voulez bien qu'on laisse l'UPR ou on continue à en parler? Non. Vous venez de protester. À Mohamed. Allez-y, c'est bon. Allez. Maintenant, je pense que par rapport à ces questions-là, une fois de plus, quand on dit que si on ne règle pas le problème de l'unité nationale, si chaque Mauritanien ne se sent pas Mauritanien à part entière et il jouit de l'ensemble de ses droits, il n'y a pas d'État. Je sais que la question est très importante, mais vous l'avez dit plusieurs fois. Mais parce que je ne peux pas me... Voilà, je ne peux pas me moi aussi, ça me tient à cœur. C'est dans ma tête. Mais vous l'avez dit plusieurs fois, donc essayons de... Bon, à partir de ce moment, je pense que ce qui devrait être aujourd'hui le centre, c'était de pouvoir en tout cas dégrossir ça, au lieu de nous amener à parler des problèmes de l'UPR. Ce n'est pas les problèmes de l'UPR, ça. C'est les propositions de la Mauritanie. Allez-y. Non, les propositions de l'UPR. Oui. Vous avez des propositions pour la Mauritanie, mais sur les propositions de l'UPR. Tout à fait. Parce que je ne m'y associe pas à ça. Bon. Maintenant, ce que je voudrais dire, je veux revenir à ce problème de l'hymne national, parce qu'on avait posé, je n'avais pas parlé de ça, je n'avais pas les drapeaux. Parce que ce qu'on nous donne comme argument sur le drapeau, les traits là, c'est pour les martyrs. À partir du moment où le drapeau mauritanien exprime l'islam, ça fait ça. L'islam est fait de martyrs. Il est construit sur la base des martyrs. Mais on ne peut pas leur faire on a bien le drapeau, mais on n'a pas mis, on va mettre la place des martyrs. Cela signifie quoi? Faut quelque chose de spécifique à la Mauritanie. Qu'on nous dise, mais les gens sont morts dans les djihad, ils sont morts un peu partout à travers le monde. Dans le monde islamique, précisément. Non, je pense que ça, c'est un truc en tout cas pour essayer de faire la galerie. Pour l'hymne national, c'est la même chose. On a parlé de ce qu'on reprochait à l'hymne national. C'était les paroles qui manquaient. Or, les paroles c'était dans l'expression de la musique et de la musicalité de l'hymne. Parce que ça va au cœur. Moi, je ne comprends rien dedans, si c'est dit en arabe. Mais quand l'hymne passe,
ça va directement mon cœur. C'est ça qui anime. C'est ça qui fait bouger les gens. C'est la musique qui vous fait bouger, pas les paroles. Hein? C'est la musique qui vous fait bouger. Là, pour moi, la musique est l'expression de ces paroles parce que c'est-à-dire que celui qui a écrit. C'est-à-dire que vous, si on vous change les paroles et on vous laisse la musique, vous êtes à l'aise. Oh là là. Oh là là. Non. Non. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, je ne comprends pas les paroles, quand j'entends la musique, je bouge. Non, c'est par rapport à la langue. C'est ça, je comprends. Non, j'ai voulu dire que changer l'hymne, c'est un non-sens pour moi. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. C'est un non-sens. C'était plus facile d'ailleurs comme ça. Tu me laisses m'argumenter un peu. Allez-y, je vous écoute. J'ai parlé pour argumenter. Donc, en gros, c'est un peu ça. Voilà. Je pense que par rapport à ce dialogue, si nous arrivons à sortir de ce dialogue avec des propositions concrètes pour refonder cet État et surtout pour combler les lacunes au niveau de l'international, parce qu'on en parle tout le temps. Je l'ai déjà dit dans un atelier. J'ai dit que tout le monde parle d'international. N'importe qui parle d'international, mais pourquoi ça revient toujours? Pourquoi on n'arrive pas à dépasser ça? Il faut nous trouver des solutions pour ça. C'est clair. Si on le dépasse, c'est clair. On pourra... Monsieur le Président, avant de donner la parole, c'est juste pour dire que peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Vous venez tous des structures politiques et ces structures politiques ont amené des propositions au niveau du dialogue national. C'est pourquoi à chaque fois... Je le dis très bien. C'est pourquoi à chaque fois, je demande quelles sont les propositions de l'État, je demande quelles sont les propositions du DP. J'ai demandé à plusieurs fois par rapport à l'APP. Vous avez dit que vous ne représentez pas l'APP. Donc c'est pour ça, ce n'est pas un clin d'œil ni quoi que ce soit pour l'UPR. Attendez, je veux juste... Je refuse, vous m'avez dit, je peux faire comme lui. Voilà. J'ai dit non, moi je veux trouver des solutions pour la Mauritanie, pour l'APP. Mais ces solutions que je sortais, c'est M. Correa personnellement ou c'est le parti politique? Mais je n'ai pas voilà. besoin de le dire. Donc c'est exactement... J'ai dit que je n'ai pas besoin de dire ça, c'est APP. En tout cas, votre protestation est reçue, votre protestation est reçue, je m'en excuse. C'est tout simplement une incompréhension. Ce n'est pas pour l'IPR ni pour l'APP que... Moi, ce que je voudrais dire, c'est que chacun d'entre nous, en tant que formation politique, a présenté des propositions. Nous avons notre proposition qui est là. Voilà. Bon, elle est malheureusement en arabe pour aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement la proposition de Moustaqbel, c'est même la proposition d'une coalition qui avait été déposée au niveau des comités de pilotage et qui en réalité renferme presque ce qui pour nous constitue la priorité et l'essentiel. Quels sont les points saillants de cette proposition? Nous avons parlé par exemple de la justice. Nous pensons que la justice devrait être assainie. Nous avons parlé du problème politique et nous pensions qu'au niveau aussi bien politique, qu'au niveau par exemple des élections, etc., nous avions besoin de trouver des solutions aux problèmes pendant. Nous avions parlé par exemple ici, nous avions parlé du problème social. Et nous pensons qu'il y a des problèmes qui sont là et qu'il faut les trouver des solutions. Pas parce qu'il y a des haratim, pas parce qu'il y a des négro-africains, pas parce qu'il y a des bédans, mais parce qu'en réalité, ce sont les composantes nationales qui sont là. Et il faut savoir où est le problème pour pouvoir lui trouver les solutions. Des solutions. Nous avions également parlé de la diplomatie, nous avions parlé des droits de l'homme, etc. Nous pensions avoir parlé de tout, mais moi je pense que ceci est pris en charge par la feuille de route. C'est le cas de nos amis au niveau du LIPER, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de sortir aujourd'hui de deux choses l'une. Soit, eh bien donc, la feuille que nous présentent nos amis a déjà été prise en compte, en charge par la plateforme qui est là, ou je vais dire la feuille de route qui était là. Eh bien donc, ce qui est là, c'est juste pour expliquer, et ça nous le savons déjà parce que c'est dans la feuille que nous avons. Nous n'avons pas besoin de lire ça, si en réalité ce n'est que cela. Si c'est autre chose que cela, nous n'avons pas besoin, parce que ce n'est pas dans l'ordre du jour. 1. 2. Moi, je crois que par rapport à certains problèmes qui avaient été soulevés, quand on parle de conseils régionaux, excusez-moi, nous avons au niveau, par exemple, non, j'ai dit que c'est un peu ce qu'on dit, le fagot de l'esclave, qu'elle ne peut pas transporter et qu'elle continue à ajouter les bois. En rajouter encore. En rajoute encore. Oui, parce qu'en réalité, nous avons des collectivités locales et qui sont une très bonne expérience.
mais qui jusqu'à présent patine au niveau On de me signale que je n'ai plus que 8 minutes. Bon, 2 minutes, donnez-moi au moins 1 minute. Je vous donne 1 minute. Elle patine, ces collectivités locales continuent à patiner. Mais pourquoi voudriez-vous que nous créions autre chose alors que les collectivités locales n'ont même pas encore décollé? Essayons d'abord de les assainir. Essayons de tout mettre en œuvre pour que ces collectivités locales puissent prendre en charge ce qui leur est destiné. Demandons à l'État de créer les conditions, leur permettre de pouvoir travailler dans les conditions les meilleures, et après on verra. Renforcer l'existant. Renforcer l'existant plutôt que de créer je suis désolé, Monsieur le Président. Non, je vais vous donner la parole à la fin parce que là, je n'ai plus le temps. J'ai des téléspectateurs qui ont été ramassés par micro-trottoir et par téléphone. Il faut qu'ils s'expriment. Je n'ai plus que 8 minutes. Je vais vous donner la parole juste après. Je prends le micro-trottoir au niveau du palais. Par rapport à ce dialogue, je voudrais rappeler 2 principes. Le premier, c'est que vérité au-delà des Pyrénées et erreur en deçà. Deuxièmement, qu'une démocratie mal comprise est pire qu'une dictature. Ceci dit que la démocratie n'est pas figée, n'est pas stéréotypée. Donc il n'y a pas une démocratie standard, ni une constitution figée ou stéréotypée. Ils doivent changer en fonction du temps et de l'espace. Notre participation et nos interventions ont beaucoup porté sur le développement du pays, le développement de l'agriculture, de l'élevage, l'accès aux services de base qui sont l'éducation et la santé. Tout le monde le sait. Et juste, moi, je mets un point d'honneur sur la participation des femmes, surtout bientôt, Inch'Allah, le 15 octobre, c'est la journée internationale de la femme rurale. Donc j'appelle toutes mes sœurs rurales à se prononcer, à participer et à ce que aussi elles aient droit à la propriété foncière, donc qu'elles aient droit, elles aussi, elles sont très entreprenantes. Donc je pense que c'est une bonne chose. Les intervenants sont beaucoup focalisés sur l'international. L'international, c'est la pierre angulaire de tout ce qui se fait ici. L'international, c'est ce qui renforce un état de droit. Et comme vous le savez, l'international, c'est cette harmonie qui permet à un État de garder sa stabilité et de maintenir les bases d'une paix sociale durable. L'international ne se décrète pas. Elle est une œuvre de construction des hommes et des femmes tout au long de l'histoire commune. Et comme toute œuvre humaine, elle doit être entretenue. À propos du drapeau de la Mauritanie et du hymne national, je propose qu'on ne le touche pas. Parce que c'est un symbole de la République islamique de Mauritanie. Nos enfants, nos ancêtres ont vécu sur ça. Et nous sommes ici grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala et nous sommes de la République islamique de Mauritanie. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous diviser. Et nous sommes pour la République islamique de Mauritanie. En ce qui concerne les drapeaux et les symboles, en tant que majorité, je fais partie de la majorité présidentielle, nous ne sommes pas d'accord sur les changements, aussi bien du drapeau que de l'hymne national. Pas du tout, et je n'en vois surtout pas la nécessité pour le moment. Aujourd'hui, normalement, ici, nous ne devrions pas dire ce qu'il y a, mais nous devrions apporter des propositions. Et notre proposition, nous considérons que le seul problème actuel de la Mauritanie réside dans l'enseignement. Lorsque nous faisons une école républicaine où tous les Mauritaniens se retrouveront, le problème de l'unité nationale sera réglé lui-même, de facto. Sans pour autant qu'on y apporte, chacun essaie de dégratigner un peu ou de prendre un peu de son côté en ce qui concerne l'unité nationale. Mais je crois que lorsqu'on trouve des solutions durables et pérennes pour tout le monde et que tous les Mauritaniens se retrouvent sur le même banc et que surtout, pour éviter la discrimination à la base, nous considérons, nous, au niveau du parti, que l'État doit prendre en charge l'enseignement coranique traditionnel dès l'âge de 3 ans à 6 ans pour permettre à tous les enfants d'avoir les mêmes chances d'accès aux primaires et que tous les Mauritaniens se retrouvent au banc, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée et même à l'université, pourquoi pas, l'État doit jouer son rôle et c'est ici que réside la cohésion de l'unité nationale. Je voudrais tout simplement, pour me résumer de manière assez simple et compréhensible, dire d'abord que la politique, c'est la gestion de la cité.
Et la démocratie aussi, c'est une philosophie. C'est une manière de vivre, c'est un état d'esprit, donc c'est le comportement de tous les jours. Et dans ce sens, je pense que cette logique fait appel déjà à une notion de sensibilisation, une notion d'explication, de pousser nos populations à savoir ce que c'est que la nation, ce que c'est que l'État, quelles sont les valeurs qui peuvent aider à l'édification d'une nation assez solide. Donc tous ces principes entreront là-dedans, connaître les symboles de l'État, comme l'hymne national ou le drapeau national, mais aussi savoir que l'État est le nôtre, que tout un chacun ait ça dans son esprit. Alors dans ce sens, je voudrais que l'État pousse beaucoup plus dans le sens de la sensibilisation pour revenir tout simplement dire que c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, donc il faut nécessairement une éducation. Voilà, donc c'est l'avis de certains citoyens au niveau du Palais des Congrès. Je suis désolé, je devais passer certains par téléphone, d'autres sur Facebook, d'autres qui nous ont contactés par WhatsApp. On a été prolixe. Apparemment, je n'aurai plus le temps de le faire. Je donnerai juste une minute pour chacun de vous pour clôturer. Il me reste 4 minutes exactement. Ouais, mais moi, je suis obligé de bondir un peu Ce sera pour une minute. Sur la question de notre... Ce bon ne pourra pas dépasser une minute. Ça sera juste un bon d'une minute. Non, effectivement. Aujourd'hui, pour apprendre, il faut venir à Nouakchott. Pour se soigner, il faut venir à Nouakchott. Pour chercher de l'argent en emploi, il faut venir à Nouakchott. Donc, pourquoi pas créer des pôles de développement à l'intérieur du pays? La décentralisation, c'est la nécessité de fixer les gens sur le territoire, de s'administrer eux-mêmes. Mais il faut que les compétences existent. Il faut que les prérogatives soient bien définies. Et il faut aussi que les moyens soient mis en œuvre. Ouais. Si cela existe, naturellement, nous sommes pour la décentralisation. Maintenant, un dernier point. Mon parti propose que la représentation parlementaire se fasse par la wilaya. La wilaya, dans l'intérêt de la cohésion sociale et de la justice sociale, la représentation parlementaire doit se faire au niveau régional. Et les communes... Monsieur le Président, un dernier mot. Alors donc, un mot. Mon parti pense, pour reprendre un peu son expression, que nous devrions s'étendre les mains, que nous devrions s'accepter mutuellement, que nous devrions œuvrer pour que ce dialogue continue, même au-delà de ces journées au niveau du Palais des Congrès. Donc j'en appelle à la conscience de tout un chacun. Eh bien, la Mauritanie a besoin de nous tous. Nous devrions faire de sorte à ce qu'elle puisse rester debout par nous et pour nous. C'est clair. Monsieur Correa. Bon, ce qui est important pour moi, comme ce que j'ai déjà dit ça, nous avons besoin que de ce dialogue sorte des propositions concrètes pour consolider l'unité nationale, pour amener les gens à bâtir un état de droit réel, que l'État soit conscient de ça. Quand nous parlons d'état de droit, quand nous parlons des institutions, nous avons oublié la grande miette. Je suis convaincu que l'armée pouvait effectivement être encrasée pour l'unité nationale comme dans tous les armées du monde. Mais malheureusement, notre armée, dans un moment, avait besoin de moyens pour pouvoir faire face au terrorisme et tout ça. Mais il est temps que l'armée pense à son mode de recrutement, à sa mission, aux hommes, et aussi à ce que tous les Mauritaniens puissent participer à la fin des opérations de l'armée. Et qu'ils soient là, qu'ils se sentent concernés par l'armée, parce qu'ils sont là et peut-être qu'ils vont apprendre. C'est clair. C'est parfait. Donc, bravo. Je crois, comme je l'ai dit en introduction, que la Mauritanie aujourd'hui est à la croisée des chemins. Elle a besoin d'un dialogue serein, d'un dialogue lucide, pour déterminer des solutions à ces véritables problèmes, dans l'unité, la cohésion sociale, le progrès, la justice. Tel est le sens des contributions de l'UPR qui concrétisent la volonté et l'ambition du président de la République. Donc, je suis confiant que ce dialogue va réussir et qu'on est soumis tous à une obligation de résultat. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous tous. Ce soir, été avec moi donc, dans le cadre de ce débat relatif
au dialogue national. Monsieur Sangat Ousmane Racine, vice-président et sénateur, vice-président de l'UP, sénateur de Kaïdi, Korela Saga de la EPP, Mohamed El Barbos, parti Le Mustaqbel, et Ibrahim El Mbarak Mokhtar de l'UPR. Donc nous avons passé en revue les grandes questions qui sont discutées aujourd'hui au niveau du Palais des Congrès. L'unité nationale, bien sûr, était le point central de nos discussions ce soir. C'est tout à fait normal. L'unité nationale, c'est le ciment de cette République et de cette nation. Je suis persuadé, moi aussi, de mon côté, que cette diversité fera toujours notre force, comme ça a toujours été le cas. Je remercie mes collègues qui ont contribué à l'élaboration, la réalisation, la préparation de cette émission, particulièrement ma collègue Rakissi, et donc et aux autres, toute son équipe, toute l'équipe de Rakissi, donc, qui vous remercie, chers téléspectateurs, et moi je vous dis à très bientôt. Merci.